Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints ce vendredi matin. On a été très productifs en webinaire un peu plus tôt dans l'année, durant le confinement. Donc, et l'été qui s'est tranquillement passé, on va essayer de refaire quelques sessions là, d'ici Noël. Et on commence aujourd'hui sur un focus autour du Smart Street, qui est notre solution de rue connectée qui s'intègre dans un ensemble plus complet de systèmes didactiques appelé For Smart Grid et qui permet d'aborder les smart grids. Voilà, donc je vous présente pour ceux qui ne le connaissent pas encore Sébastien Franchetot, qui est enseignant au lycée Chéris à Grasse et qui a contribué sur la partie pédagogique de ces systèmes et qui utilise depuis déjà 2 ans le Smart Street avec ses élèves. Donc, il va pouvoir partager son expérience. Et moi-même, j'aurais dû commencer par ça. Je suis Cyril Lyotard, le directeur général de RM Automatisme. Voilà, donc je vais passer la parole à Sébastien qui va vous faire une présentation. On va essayer de faire assez court, un peu plus court que durant le confinement, donc une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, plus 5-10 minutes de questions-réponses. Voilà, donc écoutez, là on part pour une vingtaine de minutes. Sébastien, à toi la parole et j'interviendrai pour compléter s'il y a besoin. Ça marche. Donc oui, on va essayer de faire plus court que les webinaires du confinement. 1h30, c'était un peu long. Donc là, j'ai prévu vraiment plus court, justement pour qu'on fasse une présentation vraiment ciblée sur le Smart Street. Smart Street, c'est une solution qu'on a déployée avec Bouygues Energy Service. Donc une vraie solution professionnelle qui tourne en France. Il y a déjà une 30 000 mâts qui tournent. Il y en a 25 000 qui sont prévus à Dijon. Moi, il y a une petite vidéo qui dure très très peu de temps, mais qui montre bien la capacité du CityBox, en fait, la partie intelligence du Smart Street dedans. Donc, je vais vous la passer pour que vous voyez vraiment la capacité du système. Regardez la ville. Regardez-la telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses infrastructures existantes. Mais imaginez maintenant que votre ville recèle un trésor, car votre réseau d'éclairage devient un réseau électrique et numérique intelligent. Imaginez que votre éclairage s'adapte en fonction de l'heure, des rues, de la circulation, d'une présence. Imaginez que le jour venu, chaque réverbère continue à vous offrir une multitude de services, car maintenant, votre éclairage vous offre plus que la lumière. Imaginez que les réverbères vous protègent. Imaginez que les réverbères vous informent sur l'environnement de votre ville. Imaginez que les réverbères vous proposent un accès à Internet. Imaginez que les réverbères sonorisent votre ville. Imaginez que les réverbères vous sauvent la vie. Vous pouvez maintenant imaginer une multitude de services encore à inventer, des services sur mesure. Et vous pouvez imaginer qu'ils sont déjà dans votre CityBox. Voilà, ça c'est une petite vidéo qui montre une partie des capacités en fait de ce qui a été intégré dans le Smart Street. C'est-à-dire que la CityBox est l'élément intelligent. La vraie partie de la chose, ça a été la mise en avant des nouveaux référentiels Bac Pro MELEC et Bac Pro SN. Et depuis cette année, le BTS Électrotech, qui vient de voir son référentiel évoluer. Et je dirais que pour la plupart des lycées professionnels, on est plutôt ravis de voir l'évolution, puisqu'en fait, c'est une pure continuité du Bac Pro MELEC, avec une série de compétences qui est identique. Donc, on se retrouve avec un système intelligent qui rentre dans plein de domaines. Ça veut dire qu'il va rentrer dans le Bac Pro MELEC par son inscription à toutes les phases d'installation qu'on peut avoir réelles sur un territoire. Donc avec du matériel complètement réel, c'est-à-dire que c'est une vraie armoire de rue S17 avec un vrai respect de la norme NFC 17200. Je reviendrai sur le vrai respect de la norme, puisque chez nous, avec ERM, c'est quelque chose qui nous importe énormément, c'est-à-dire d'avoir des infrastructures qui respectent les normes et qui soient installées dans les règles de l'art, et pas avec un petit bricolage à côté. Donc là, on a une vraie installation complète. Donc ce système qui est un système réel,
on a vraiment défini ça par rapport à l'obligation de la norme NFC 17200, donc l'installation de mobilier urbain, aussi bien entendu du respect d'une chose qui date du XVIIIe siècle, hein, c'est-à-dire que l'éclairage public dans les rues, en fait, qui était au départ un éclairage purement sécuritaire, qui nous servait justement à empêcher les vols et on va dire les agressions qu'il pouvait y avoir. Mais maintenant, on est passé à une évolution supplémentaire dans les villes. Cette ville, il va falloir qu'on arrive à faire une efficacité énergétique, une économie d'énergie. Donc c'est vrai qu'on a eu plein d'installations de luminaires pendant des années, hein, entre autres des luminaires comme on a vu dans plein de quartiers, il y avait des éclairages boules, c'est-à-dire qu'on avait des sphères comme ça qui éclairaient à 360 degrés dans toutes les directions, c'est-à-dire qu'on éclairait autant le ciel que le sol. Donc au final, on avait une perte d'éclairage et donc d'énergie qui était énorme. Donc là maintenant, on se retrouve en mettant en avant tout ce qui est les climats, la perturbation des différents climats. Donc il y a les lois du Grenelle, hein, de l'environnement, la RT 2012, il y a la RE 2020 qui aurait dû sortir pendant le confinement, mais qui va être présentée normalement bientôt, qui va nous imposer plein de choses, c'est-à-dire entre autres le contrôle d'un des éléments les plus consommateurs qu'on a dans une ville. Donc au niveau d'une consommation électrique d'une ville, l'éclairage public représente grossièrement 25 à 27% de la consommation électrique. Et c'est un chiffre d'affaires sur une ville qui est de l'ordre de 40%, entre les entretiens, le personnel qu'il faut pour entretenir l'éclairage d'une ville. Donc, c'est des coûts qui sont énormes. Donc, on est parti, nous, sur une solution qui est une solution réelle, qui a été développée par Bouygues Energy Service, en fait, hein, qui à l'époque a réuni ETDE et Axione, qui sont des grands noms des technologies intelligentes depuis des années. La Citybox, ce n'est pas un produit qui vient de sortir, c'est un produit qui a été déjà donc bien mis en place. Le lancement de la Citybox a eu lieu en 2015-2016, donc les premières versions. Et là, au final, ils en sont maintenant à une version 3. Cette version 3, elle a une capacité de prendre en charge l'éclairage public, de se connecter, donc, mais aussi de rajouter donc, les différents éléments de connexion dessus. Quand on prend donc ce système, on peut tout mettre dessus maintenant. C'est-à-dire qu'avec un lot connecté, donc on ira voir justement le logiciel, hein, en fait, Bouygues Energy n'a pas créé un logiciel spécifique, ils est allés chercher en fait logiquement le plus gros logiciel qui existe, c'est Streetlight Vision, qui n'est pas un logiciel de Bouygues, mais qui est le logiciel le plus utilisé au monde pour la gestion des villes. Et donc, ils ont utilisé le Streetlight Vision pour pouvoir récupérer toutes les informations. Ils sont allés plus loin avec Streetlight Vision, puisque comme son nom l'indique, ce n'est pas que la lumière. Ils sont partis sur le contrôle complet avec leur système Citybox des prises d'éclairage festives. Là, on va arriver sur la période de Noël, on va voir fleurir les guirlandes et ainsi de suite dans les villes. Et tout ça, c'est pareil. Souvent, c'est installé un peu bizarrement, on va dire. Là, il y a des gestions complètes de prise, il y a des caméras, donc on peut rajouter les caméras de sécurité, donc pour faire de la vidéoprotection. On peut faire tout ce qui est diffusion sonore, donc on a des haut-parleurs qu'on peut gérer indépendamment. C'est-à-dire que quand on fait une petite animation juste dans un quartier, on n'est pas obligé de sonoriser toute la ville. On peut déclencher au fur et à mesure tout ce qu'on a besoin. On a les bornes Wi-Fi. Hein. Vous savez que l'État français vient de définir l'obligation de créer des hotspots Wi-Fi publics de partout. Donc, hotspot Wi-Fi public va dire raccordement à un moment donné à un réseau. Donc, ces bornes hotspot, là, elles sont déjà prévues en fait sur la partie Citybox. On a une capacité de mettre justement des bornes sur les mâts et de revenir sur la technologie. On va reparler de la technologie qui est utilisée, qui est une vraie technologie publique, hein, c'est-à-dire c'est le CPL large bande. Donc ça, on va revenir dessus. La détection de présence, donc bien entendu, l'allumage intelligent, c'est bien. Hein. Alors souvent, là, on voit beaucoup venir des systèmes d'éclairage où on vous dit que le système, il a un détecteur, donc la lumière s'allume et donc il est intelligent. Oui, en effet, le détecteur, il est là, mais c'est pour compléter l'intelligence existante, c'est pas du tout pour qu'il soit intelligent lui-même, hein, parce que rajouter un détecteur sur un éclairage, ça fait des années que ça a été fait. Par contre, là, l'avantage du détecteur, c'est qu'on va commencer à pouvoir jouer vraiment avec le principe des suivis piétons. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une intelligence embarquée dans le système qui nous permette de faire les différents scénarios. C'est-à-dire que si on a un vélo qui passe, ce n'est pas la même chose que si on a une voiture qui passe ou si on a un piéton qui passe. Ensuite, on va pouvoir rentrer aussi dans les différentes choses. Donc nous, on a intégré au Smart Street le capteur d'éclairement, ce qui va nous permettre justement de gérer aussi par rapport aux différentes phases
de saison, les durées d'éclairage, mais on a commencé aussi à rajouter des capteurs environnementaux. Là, dans notre cas, on est parti sur un capteur CO2, puisque c'est une valeur qu'on doit avoir maintenant de plus en plus pour gérer la circulation, hein. Parce qu'un capteur CO2, c'est important en ville pour savoir à quel niveau on est. Donc ce capteur CO2, nous, on n'a pas pris le choix, comme certains, de mettre un capteur CO2 dans un luminaire qui doit être officiellement entre 7 et 10 mètres de haut. C'est-à-dire que savoir quelle est la teneur en CO2 à 7 ou 10 mètres de haut, ce n'est pas très, très intéressant. Par contre, nous, on l'a intégré directement au S17, c'est-à-dire à l'armoire de rue, ce qui va nous permettre d'avoir à hauteur humaine quelle est la teneur en CO2 qu'on a réellement. Parce que les gaz d'échappement, c'est bien, mais si c'est à 10 mètres de haut qu'on a beaucoup de CO2, ce n'est pas très très grave. Par contre, quand c'est à hauteur humaine, c'est là où on a le plus de problèmes, surtout en ce moment avec les petits virus qui traînent dans les rues. Donc le système, il est capable de prendre les différentes technologies. C'est-à-dire qu'en fait, en éclairage public, il y a deux modes de connexion des systèmes d'éclairage. Il y a le système mode rue, et il y a le mode parking. Mode rue, en fait, c'est un système comme on a dans toutes les rues, c'est-à-dire qu'on vient justement passer de main en main les informations. Et là, l'avantage, c'est que cette topologie qui va être appelée une topologie en bus, hein, un peu comme on a sur d'autres principes de bus domotique, c'est les répéteurs. Chaque CityBox fait répéteur dans les mâts, ce qui nous permet d'avoir des longueurs de ligne de plus de 500 mètres. Ça veut dire qu'en gros, au milieu du S17, on peut avoir 500 mètres d'un côté, 500 mètres de l'autre. Ça veut dire qu'avec une seule armoire de rue, on est capable de gérer 1 kilomètre de diamètre, d'accord, autour du CityBox, ce qui va nous permettre justement de pouvoir gérer un grand nombre de mâts. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité en nombre de mâts. À l'heure actuelle, il est annoncé que par armoire de rue, le contrôle peut aller jusqu'à 270 mâts dessus, donc contrôle indépendant, bien entendu, hein, ce n'est pas des contrôles par nombre, c'est les contrôles indépendants de chaque mât. Dans la réalité, par rapport aux implantations des armoires de rue existantes, on va être sur de l'ordre de 70 à 75 éclairages par armoire de rue. Donc là, on a un vrai système de connexion aux rues. Après, on a les systèmes de connexion en mode parking. Alors, le mode parking, c'est différent. C'est un câblage étoilé, donc c'est plus parking et jardin. Je dirais que c'est ce qui est en général essayé d'être mis en place et mis en avant avec le shuttle, hein, qui est un éclairage intelligent, entre guillemets, on va dire. C'est un poteau d'éclairage qui sert à éclairer justement des parkings, voire des petits jardins ou des petites placettes. Pourquoi? Parce que ce système n'a pas de système de connexion intelligence pour avoir un fonctionnement indépendant quand on est en mode rue. C'est-à-dire qu'on va se retrouver vraiment avec une installation typique autour d'une petite place, d'une fontaine, des jeux enfants. Donc, l'avantage avec le CityBox, c'est que les deux sont faisables. Donc, ce qui a été choisi au niveau technique chez ERM, c'est de partir sur une dispersion en parking sur 3 mâts au départ. Pourquoi 3 mâts? Parce que ça nous permet de faire un suivi piéton. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé un départ libre pour pouvoir justement rajouter après des mâts en mode rue, ce qui nous permet, avec le même CityBox, de ne pas choisir entre l'un et l'autre, mais de pouvoir faire les deux environnements différents, c'est-à-dire le mode rue et le mode parking. Au niveau de la supervision, comme je disais, on a un Street Light Vision. L'avantage de ce système-là, c'est qu'au niveau infrastructure, on n'a aucune VRD à faire dans une vraie ville, puisque l'éclairage public, il existe depuis des années dans les villes. Si on voulait mettre un système de communication qui fonctionne en fibre ou en Ethernet, il faudrait refaire la VRD, c'est-à-dire réouvrir les rues pour pouvoir passer les câbles de communication. Là, l'avantage, c'est qu'on est sur un CPL large bande. Le CPL large bande, qu'est-ce qu'il nous permet? Il nous permet de passer en même temps un flux vidéo qu'un flux de sonorisation, qu'un flux Wi-Fi pour avoir des connexions, qu'un flux de DAE, par exemple un défibrillateur. On peut avoir la totalité en fait qui passe sur le CPL large bande, puisqu'en fait c'est grossièrement le CPL large bande, c'est ce qui est utilisé sur le Linky, hein, au niveau de la communication chez Enedis. Donc ce CPL nous permet d'utiliser les conducteurs d'origine et de récupérer l'intégralité des informations, donc jusqu'à la CityBox qui est dans l'armoire de rue. Et de cette CityBox, exactement comme le Linky, en fait, c'est un concentrateur qui est monté GSM derrière et qui va donc renvoyer les informations sur un cloud, sur le portail client, avec le cockpit de supervision qui va nous permettre justement de gérer à distance toute l'articulation du mât, donc que ce soit l'éclairage, la gradation de l'éclairage, le calendrier de l'éclairage, sur le calendrier éphémère aussi. Et ce qu'on est
on a derrière, c'est la gestion entière des prises, du Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on peut activer à distance tout ce qu'on a envie d'activer. Ça, c'est plus par la partie, on va dire, déploiement. Donc, c'est une partie qui est vraiment Melec. Ici, on est sur la partie VLAN. Donc là, l'avantage de la CityBox, c'est qu'au niveau sécurité, donc cybersécurité, hein, puisque c'est une question qu'on se pose de plus en plus avec nos éléments connectés, Bouygues Energy, donc en fait c'est Axione qui est derrière sur ce plan-là, ils ont intégré en fait un ensemble de VLAN complet entre la sonorisation, la vidéoprotection, la commande. C'est-à-dire que même si on essaye de pirater entre la ligne électrique pour rentrer sur un CPL large bande, en fait, tout est adressé à un niveau MAC, donc avec des adresses MAC. Et donc, chaque chose a un VLAN différent. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tous les flux de données sont séparés. Ces flux de données sont imperméables à des intrusions externes parce qu'il faudrait être capable de connaître le numéro des VLAN utilisés, l'adressage des VLAN utilisés, d'avoir aussi l'adressage MAC de chaque appareil pour pouvoir pirater l'adresse MAC. Donc, ça donne une sécurité complète à l'installation. Donc, l'avantage, c'est que c'est tout du plug and play. C'est-à-dire qu'on branche le CityBox et donc dans le mât et le CityBox controller qui est dans l'armoire se voit automatiquement puisqu'on verra que c'est référencé en fait. Tout a été référencé par adresse MAC, ce qui nous permet justement d'avoir une discussion sécurisée en interne et donc pas de piratage possible. Hein. Donc, on n'aura pas d'extinction de lumière ou d'éclairage de lumière en pleine rue fait entre guillemets par des pirates. Donc ce système-là, en fait, possède des tonnes de VLAN comme on voit ici. Donc au niveau des SN, alors que ce soit Bac Pro ou que ce soit le BTS SN, voire IR, puisque là on est typiquement dans l'informatique réseau, on a l'avantage de pouvoir gérer et générer tous les flux avec de la HTTP, du DHCP, de la FTP, du TFTP. On a à peu près tout. On a de la discussion à distance, c'est ce que nous, on a utilisé sur la globalité du Smart Grid en HTTP REST, c'est-à-dire où on est capable de venir récupérer sur un superviseur global de l'ensemble de notre Smart Grid, justement le fonctionnement du CityBox et lui envoyer des informations pour les récupérer. Donc ça, on va dire que c'est au niveau de la partie technique, c'est ce qui nous importe le plus. Bien entendu, là-dessus, on a mis en place différentes choses. Donc, on a, nous, ici, un dossier de référence. Alors, pour ceux qui sont en bac pro Melec, et puis bientôt pour les BTS, puisque les BTS se mettent dedans aussi, on a l'obligation d'avoir le dossier 1, 2, 3. Le dossier 1, 2, 3, donc c'est le dossier technique, les différents types de dossiers SST, donc tout ce qu'on avait besoin pour faire notre gestion. Donc ici, on a créé, nous, des dossiers au niveau pédagogique, hein, donc ce qu'on appelle le dossier 1, qui a été appelé le dossier technique dans le référentiel MELEC et dans le référentiel du BTS ELEC maintenant, où dedans, justement, on a écrit l'ensemble des dossiers techniques qui va nous permettre justement pour le jeune d'étudier les dossiers d'une façon un peu améliorée, sans qu'il soit obligé d'avoir toute la doc complète de la professionnelle du système, même si elle vous est fournie quand même. Hein, parce que moi, je reste convaincu que sur des élèves de bac pro, quand ils démarrent, il faut peut-être les assister, mais après, quand ils arrivent sur une fin de section, il va peut-être falloir qu'ils soient en capacité d'utiliser des documents officiels de constructeurs. Donc ici, on vous a fait tout un déploiement pédagogique des différentes modes de raccordement. Donc, on a utilisé ce qu'avait demandé Jean-Pierre Collignon à l'époque, l'hygiène qui avait en charge le bac pro MELEC. Donc, justement, on a utilisé toute la solution qu'il avait définie sur le dossier technique, justement pour qu'on puisse avoir un ensemble. On utilise des documents comme l'ADEME. L'ADEME a fait un outil de prédiagnostic en éclairage public qui est très pertinent pour justement voir les différences de consommation qu'on va avoir et le retour sur investissement, hein, le ROI qu'on peut avoir en faisant des modifications sur l'éclairage, en utilisant de la LED, en utilisant du iodure, en passant sur des éclairages de type boule, ou alors des éclairages comme nous on a mis sur le Smart Street, qui font qu'éclairer le sol, ce qui a le plus d'intérêt. Donc ici, on a déployé l'intégralité au niveau du dossier technique. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Une partie qui est très intéressante au niveau du système, c'est justement l'utilisation du Streetlight Vision. Donc le Streetlight Vision, lui, c'est une plateforme qui… je vais revenir sur le début de la plateforme, ça sera plus simple. Voilà, c'est une plateforme qui se pose comme ça. Donc ici, là, on est sur la plateforme de RM.
Donc, l'avantage du système, c'est que cette plateforme-là, elle est en pyramide. C'est-à-dire que ERM étant le fournisseur du système, on est capable de vous aider à distance en maintenance sur n'importe quel mât, sur n'importe lequel de votre problème, parce qu'en fait, il fait partie du master. Et en fait, toutes les installations qui ont été mises en place en France, donc à l'heure actuelle, on en est à 77, je crois, Cyril, ou un truc comme ça, ou 80, je ne sais plus. Enfin, on en a un paquet qui sont déjà installés dans les lycées. On peut y avoir accès. Donc, on peut y avoir accès tout simplement en allant sur les différents modules. Bah voilà, ici, vous voyez, on a l'intégralité de tous ceux qui sont installés. Donc, par exemple, si je prends un qui est pas loin de chez moi, à Vauban, à côté de Nice, donc voilà, on voit tout le matériel qui est installé et on voit dans quel état il se trouve. C'est-à-dire qu'ici, on a tout en off. C'est-à-dire que pour l'instant, le système il est éteint, donc il n'y a aucun problème qui sont venus dessus. Hop. Le système Strict Light Vision, comme je vous disais, ce n'est pas quelque chose de Bouygues Energy. Donc, ce système-là, en fait, il est valable pour n'importe qui. C'est-à-dire que Cisco l'utilise aussi. Cisco, en fait, est prioritairement spécialisé dans l'informatique, mais en fait, ils ont déployé aussi des technologies d'éclairage public avec leur système informatique. Et en fait, ils sont eux aussi ralliés à Strict Light Vision pour pouvoir fonctionner justement avec une plateforme de données qui est déjà en capacité de gérer. Donc, nous, notre système, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'option à rajouter. J'ai vu des systèmes qui sont, à l'heure actuelle, on vous dit qu'on paramètre des candélabres avec une télécommande infrarouge. Là, j'ai un problème technique, c'est que prenez la ville comme Dijon, qui est la première smart city de France, une télécommande infrarouge, il y a 25 000 mâts. C'est-à-dire que l'infrarouge, je pense qu'on n'arrive pas à rester en une seule position pour paramétrer nos mâts. C'est-à-dire qu'il faut aller faire mât par mât avec une télécommande infrarouge. Il y a d'autres systèmes, comme le système du shuttle, qui lui est fait justement pour être que sur une petite placette ou un parking. Ce système-là, en fait, le paramétrage, il se fait en Bluetooth. Le Bluetooth, sauf si je me trompe, mais je pense que le Bluetooth, c'est quand même un réseau de proximité. Donc, ce réseau de proximité nécessite qu'on soit à côté des mâts. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de réalité au niveau d'une ville, à l'échelle d'une ville. C'est vraiment une réalité qui est à l'échelle d'une petite place ou d'un petit jardin, c'est-à-dire pour pouvoir paramétrer. Là, l'avantage avec le CityBox, c'est le choix qu'on a fait avec ERM, parce que ce CityBox-là, justement, il nous permet de contrôler aussi bien des jardins publics, des placettes, que de contrôler des villes entières à distance. Et on a le retour intégral des informations. C'est-à-dire qu'au niveau des informations, on est capable d'avoir à peu près tout. Vous voyez ici, nous, on a le retour des 780 pannes qu'il y a eu sur l'ensemble des systèmes. C'est-à-dire que si je clique dessus, je peux voir tout ce qui s'est passé en fait sur les différents systèmes. Donc, il y a plein de systèmes qui ont eu des petits défauts, des critiques. Il y en a qui ont eu des défauts. Donc, c'est 2 défauts. Alors, en fait, souvent, c'est des défauts parce qu'on a une utilisation qui est particulière dans l'éducation nationale. Donc, souvent, les clients nous appellent en disant « Oh, j'ai des défauts sur mon système. » Oui, le défaut, en fait, il est basique, c'est qu'on n'arrête pas d'éteindre et d'allumer le système. Donc, à chaque fois, il fait un check-up au démarrage du fonctionnement. Et ce check-up renvoie des informations comme quoi la porte était ouverte, comme quoi le CityBox, l'entrée, le temps que le CityBox s'allume, il y a un petit décalage de quelques nanosecondes. Donc, le retour d'information fait que il y a un problème sur le CityBox et en fait, ça redémarre. Donc, par contre, on a l'analyse complète de toutes les pannes qu'on peut avoir. Et donc, on est capable de faire dessus, bien entendu, un suivi. Donc, un suivi des pannes, donc un suivi France des pannes. On a la possibilité de voir tout ce qui a pu se passer. Donc, voilà, ici, entrée contact sec. Voilà, ça, c'est le défaut standard du redémarrage d'un système. Donc, dans l'éducation nationale, vu qu'on éteint et qu'on rallume les systèmes très souvent, souvent, on a le contact sec qui se met en défaut. C'est-à-dire que le CityBox controller nous dit « Ah, j'ai un problème, je ne vois pas le CityBox qui est dans le mât. » En fait, c'est un défaut qui est plus dû à notre façon d'utiliser les systèmes que dans notre principe. Donc, au suivi des pannes, vous voyez, on a des tableaux de bord complets, donc avec l'énergie consommée, et on a le contrôle en temps réel. C'est-à-dire qu'à distance, on peut venir contrôler n'importe quel mât, vous voyez, vérifier son niveau d'éclairage sans être obligé de se déplacer. Il va nous prévenir si les ampoules ont claqué. D'accord ? Si on a un problème sur le mât d'éclairage, c'est-à-dire qu'au niveau d'une ville, quel est l'intérêt d'un système comme ça a été installé à Dijon, comme ça a été installé à Guérande, comme ça a été installé à Boulogne-Billancourt? C'est-à-dire que ce système-là, il évite de voir ce qu'on a vu pendant des années. Pendant des années, on avait des agents municipaux qui, en fin d'après-midi, quand la nuit tombait, se baladaient en voiture, un peu la tête à l'extérieur de la fenêtre pour voir si au niveau éclairage, toutes les ampoules étaient bien là
Ici, il fallait en changer. Là, l'avantage, c'est qu'à distance, on récupère toutes les informations et on a géolocalisé chaque mât. C'est-à-dire que chaque mât, on sait où il est et on sait ce qui se passe dessus. C'est-à-dire qu'après, derrière, on est en capacité d'avoir justement tous les défauts et donc tous les contrôles. Ça veut dire qu'on est en capacité, vous voyez ici, si je vais sur un mât, alors là, le système est éteint puisque on est en alerte rouge sur les Alpes-Maritimes. Donc, dans les établissements scolaires, on a tous été priés de rester à la maison et d'éteindre les alimentations électriques de tout ce qu'on avait derrière. Donc, mais on a un contrôle complet du mât. Donc là, par exemple, le mât 1, le mât 2 et on a le mât 3. Et en fait, au final, on a un contrôle général de ces mâts. Et on peut donc avoir ici les informations qui reviennent, savoir ce qu'on a en défaut, les contacts secs, les facteurs de puissance, les pannes de ballast. Donc là, l'avantage, c'est que justement, on a tout ce qui va bien. Donc, comme je vous disais, le système est éteint, mais normalement, ici, on a les courants délivrés par la lampe. Donc, par chaque lampe, on sait quel courant est délivré, le facteur de puissance, ce qui permet d'amener aux jeunes le COSFI, le nombre d'heures d'utilisation, le niveau de variation auquel on est, le retour d'état, les puissances mesurées, la tension de la lampe, le total de consommation. Donc, ça nous permet en fait d'avoir une information pleine et complète, justement, de l'état de nos éclairages en partant sur un poste purement de communication. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une zone de proximité, on est directement à distance et on arrive à récupérer l'information complète avec les énergies. Donc voilà, on a des énergies qui peuvent être dispensées. On a les informations qui arrivent dessus. Donc, on a tout en retour au niveau de nos systèmes, ce qui nous permet à nous de vous aider en maintenance s'il y a un problème et surtout, bien entendu, à vous de faire une vraie Smart City avec un vrai déploiement de fonctionnement. Donc, on a tous les centres de contrôle. On peut faire les vérifications d'équipement, d'accord ? Mais on a aussi l'avantage de créer des utilisateurs. C'est-à-dire que sur un système intelligent comme ça, ce qu'il nous faut en priorité, c'est avoir aussi la capacité d'avoir des utilisateurs. C'est-à-dire que si au niveau des installations, si on laisse les élèves à tous les niveaux pouvoir installer des mâts, on risque de perdre des mâts au fur et à mesure, d'avoir des choses qui ne redémarrent pas. Là, l'avantage, c'est que justement, quand on a ce principe-là, on va pouvoir justement contrôler les différents utilisateurs qu'on a sur les installations. Donc, on va pouvoir avoir des utilisateurs différents avec des niveaux d'usage différents. Donc, je sais que moi, personnellement, j'aime bien qu'on ait des niveaux entre les secondes, premières et terminales à des niveaux différents. Ici, vous voyez, là, on a créé officiellement, vous aurez de toute façon un utilisateur administrateur, donc l'enseignant, qui lui, on lui affecte tous les droits sur le CityBox. Donc, il est capable de faire tout, les gestions de rapports, les équipements, en priorité, rajouter des équipements, enlever des équipements. Et on a créé des comptes élèves où justement, là, par contre, tout ce qui va être équipement, on les enlève. L'installation d'équipements, on les enlève. Les programmations horaires, c'est enlevé. Après, vous pouvez rajouter l'utilisateur ou modifier l'utilisateur élève à façon. C'est-à-dire que l'avantage de ce logiciel-là, c'est qu'on se retrouve vraiment sur un ensemble de logiciels qui nous permet le contrôle de tout, aussi bien du son que du Wi-Fi. En fait, on peut tout activer ou désactiver à façon comme on en a besoin. Donc voilà, ça c'est la partie logicielle. Je pense que c'est une des parties la plus importante de ce système-là, c'est-à-dire que c'est un vrai système qui est vraiment déployé aussi dans les grandes villes. Et ce système-là nous permet d'être vraiment à distance, c'est-à-dire sur un principe smart, un smart city, où on peut récupérer les informations et rajouter au fur et à mesure les informations que l'on rajoute. Moi, la proximité d'un Bluetooth pour aller paramétrer un éclairage, je ne vois pas comment, par exemple, à Boulogne, où il y a 18 000 mâts qui ont été installés, Boulogne-Billancourt, il y a 18 000 mâts, je crois, de mémoire qui sont installés. Je ne vois pas comment un technicien, avec son téléphone, il va venir installer 18 000 mâts les uns après les autres. Donc voilà, au niveau de la partie éclairage, ça, c'est la partie prioritaire pour nous. C'était justement d'avoir un système qui soit un vrai système technique et qui ne soit pas juste un système, entre guillemets, gadget. Donc, la partie NFC, la norme, est très importante. On voit beaucoup trop de systèmes qui ne sont pas normatifs. Un système d'éclairage public, au niveau des raccordements, c'est très spécifique. C'est-à-dire que la NFC 17200 nous impose plein de choses. J'ai eu l'occasion d'être il n'y a pas longtemps
un séminaire où il y a des mâts, ils sont raccordés avec du 3G25. Je n'arrive pas à suivre le 3G25, puisqu'en fait, dans la NFC 17200, on nous impose d'avoir une câblette à cause des liaisons à la Terre. On doit avoir une résistance de terre qui ne doit pas dépasser les 10 ohms. On a une câblette de terre qui doit être de 25 mm² normalement connectée à chaque mât. Donc, arriver avec un 3G25, ça commence à compliquer en fait le vrai système réel. Donc, c'est vrai que nous, on a fait des choix qui sont des choix techniques, alors qui nécessitent beaucoup de matériel, parce que pour respecter la 17200, ça nécessite beaucoup de matériel, entre autres les disjoncteurs de courbe B, qui ne sont pas des disjoncteurs qu'on utilise on va dire couramment dans l'éducation nationale. On est plus sur des courbes C et puis des courbes D quand on fait un peu d'industrie. Et après, là, c'est des courbes B. On est obligé de respecter les niveaux chironiques avec des parafoudres. Donc, il y a pas mal de choses qui sont mis en exergue. Donc, ça, c'était la première chose sur la partie technique. Donc, je vais essayer d'aller vite parce que je perds déjà du temps, c'est ça. Donc, la partie technique. Après, au niveau pédagogique, comme je vous disais, donc on est parti sur les dossiers 1, 2, 3. Ces dossiers 1, 2, 3, pour moi, ils sont très importants parce que ça permet aux jeunes, justement, de valoriser son installation. De valoriser son installation et donc d'arriver avec l'ensemble des supports, entre autres les supports d'enregistrement, ce qu'on a tous essayé de mettre en place plus ou moins dans un atelier, c'est-à-dire avec une traçabilité, quand on est plusieurs collègues à intervenir sur le même système et qu'on arrive, on ne sait pas ce que le collègue d'avant a fait sur le système. Donc ici, on a essayé de faire justement tous les supports avec les différents types de contrôles, c'est-à-dire pour arranger tout le monde, on est parti sur les différents contrôles des normes. Donc l'avantage d'un système comme le Smart Street, qui est un système public, c'est un système qui est normatif à plein de niveaux, c'est-à-dire qu'il est sur la 1300 au niveau du CCPI. Donc on a essayé d'extraire des contrôles comme les contrôles visuels du CCPI. On a sorti les contrôles de la 1400, puisqu'on a aussi une partie de la 1400 due au tableau de comptage qu'on a dessus sur le CBE. On a les contrôles visuels qui sont définis avec la 17200 et la 1500. C'est-à-dire qu'on a essayé au niveau du dossier support d'enregistrement, c'est justement d'avoir tous les différents contrôles et d'avoir le suivi de ce qui s'est passé. Donc dessus, voilà, on fait les différents contrôles. Les contrôles électriques, bien entendu, c'est important. Donc ça, c'est tout au niveau du dossier, ce qui permet d'avoir un dossier évolutif au fil du temps et que chaque jeune ait sa partie justement au niveau du contrôle. Et derrière, on a bien entendu le dernier dossier qui était important, c'était le dossier 3 qui avait été défini dans le référentiel, c'est le dossier santé, sécurité au travail, protection de l'environnement, où là, on est allé, bien entendu, parler des différents risques. Donc, c'est ce qui est important, le PPSPS. Et derrière, on a mis là aussi en place les écrits nécessaires et on a essayé de vous faire une petite partie sur le document unique. Donc, dedans, là, on parle de la partie chironique et la partie des vents, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du niveau chironique pour les principes de parafoudre, sauf qu'officiellement, quand on travaille sur un éclairage public, on va travailler sur un mât qui va avoir une hauteur, donc il y a des zones de vent qui sont à prendre en compte, pour le support du mât et puis même pour les interventions des techniciens. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est un document unique de prévention, c'est-à-dire que l'ensemble maintenant des systèmes qui sont sous Smart Grid, comme le Smart Street, qui sont sur Smart Grid chez ERM, possèdent en fait un document unique de prévention, ce qui permet avec les jeunes justement de travailler un peu sur cette partie PRP, prévention, avec les différentes choses. Donc rien n'est figé dans le marbre, c'est-à-dire qu'on en a fait un qu'on pensait suffisamment complet. Bien sûr, tout ça, on peut tout évoluer, tout modifier et tout rajouter. Donc, sorti de ces trois dossiers techniques, bien entendu, on a essayé d'écrire des activités pédagogiques qui soient Bac Pro MELEC ou Bac Pro SN ou BTS. Ce Bac Pro MELEC, il a emmené beaucoup d'innovations au niveau de la façon d'enseigner. Donc, on passe plus sur différents concepts de type activité plus que des TP tournants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur à peu près 16 activités. En fait, ça représente grossièrement 19 activités, puisqu'entre le mode rue et le mode parking, il y en a plein de différentes. Mais on est parti sur des activités au départ qui vont être des activités basiques de câblage. Je vous en montrer une comme ça. Donc, c'est des activités qui sont plus ciblées en seconde. Donc, nous, sur chaque activité, pour ceux qui sont sous CPRO STI, ils reçoivent bien entendu le fichier importable CPRO. Comme ça, derrière, en fait, tout ce qui a été écrit,
tout le scénario qui a été fait sous CPRO, il est rentré automatiquement. On vous fournit les fichiers TXT qui vous permet justement de les intégrer directement à CPRO. Donc, on part sur un principe. Alors, moi, j'aime bien Ishikawa sur le concept du cause à effet. Donc, l'activité, c'est l'implantation du câblage S17 en type parking. Donc, voilà, il y a les tâches du référentiel, les compétences, les connaissances associées, les normes qui vont avec et les dossiers utilisés, hein, comme on a vu, les dossiers 1, 2, 3. Ce qui fait derrière, on a fait une compétence. Nous, on estime évaluer telle ou telle partie de compétence, donc critère observable qui va avec la compétence sur l'activité. Bien entendu, ça aussi, hein, c'est fourni en version Word modifiable. Hein, donc, moi, je sais que j'ai du mal à me mettre complètement dans un TP d'un collègue tant que j'ai pas mis ma main dedans et fait mes modifications. Voilà le principe de type de l'implantation du tableau. Donc, c'est une activité de seconde. Donc, première chose qu'on va évaluer, c'est comment implanter le tableau. Donc, avec la présence du matériel, l'état du matériel, s'il est CE ou NF, position correcte, positionnement correct, c'est-à-dire par rapport aux différents schémas d'implantation. Et ici, après, on fait du raccordement. Donc, pour moi, à un niveau de seconde, quand on fait un tableau, le raccordement, il se fait point à point. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire un tableau récapitulatif de l'ensemble des connexions qui sont à faire. Donc, par exemple, sur la partie 10 mm², donc on donne le tenant et l'aboutissant en permanence pour réaliser la connexion, ce qui permet de guider l'élève sur son schéma. Et comme ça, il est capable de surligner le câble conducteur posé, justement pour être sûr d'avoir fini son activité. Donc, au final, au fur et à mesure, on leur donne le tenant et l'aboutissant, donc qui nous permet justement d'avoir une installation avec toujours une petite réalisation de contrôle. Donc, au niveau de seconde, on ne fait pas une livraison d'installation au complet, mais on fait quand même des contrôles de raccordement, donc le contrôle visuel, si on n'a pas laissé des conducteurs tendus, si on n'a pas de pièces nues sous tension, des petites choses comme ça, si on n'a pas laissé les cuivres, hein, dépendant. Donc, on fait les activités. Après, au fur et à mesure des activités, on est parti sur des activités un peu plus complexes, donc avec les différentes activités qu'on peut avoir ici. Donc, c'est le CityBox Controller. Là, on va passer sur différentes activités de mise en service d'un éclairage. Donc, on va faire les mises en service. Donc, les mises en service en type rue, en type parking, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est des contrôles qui arrivent différemment, entre autres les contrôles de liaison à la terre qui sont complètement différents. On va partir sur le sécurité piéton, puisque l'éclairage public il peut avoir une priorité. Par exemple, dans une rue piétonne, c'est la sécurité des piétons, c'est-à-dire que le taux d'éclairement il n'est pas identique à un taux d'éclairement qu'on doit avoir dans une rue passante en voiture. On va avoir un taux d'éclairement qui va être vraiment spécifique à l'utilisation des piétons. C'est-à-dire qu'on va pouvoir basculer à 20% les éclairages et dès qu'on devrait détecter des piétons, commencer à les suivre. Après, on a fait des activités qui sont un peu plus dans la veine actuelle en parlant d'efficacité énergétique et qualité d'énergie. Hein. Donc, si on prend par exemple la partie qualité d'énergie, là, on est parti sur différentes choses qui nous permettent d'amener des informations qui sont importantes comme les rayonnements, les CEM, les harmoniques. Donc voilà, on vous a fait des activités en essayant de faire avec les corrigés hein, pour que vous ayez des valeurs. Alors, c'est que des valeurs témoins, hein, puisque suivant le réseau sur lequel on est connecté, bien entendu, on a des modifications. Mais là, il y a les corrigés avec pour voir au niveau des harmoniques ce que ça donne. Et, donc, on a fait des relevés de l'ensemble en faisant des installations. Alors, là, c'est avec un partenariat avec Chauvin-Arnoux, on utilise le matériel Chauvin-Arnoux, mais ça permet entre autres d'expliquer que le courant porteur de ligne qui fait tellement de défaut au Linky à l'heure actuelle, où beaucoup de gens ne veulent pas en entendre parler à cause de soi-disant ses champs rayonnés de partout, en fait, on se rend compte que il n'a pas le courant porteur de ligne. Il vaut mieux avoir un Linky dans la maison qu'avoir un téléphone portable sur sa table de nuit. Donc, on fait justement l'analyse entre le courant porteur de ligne et on fait après les analyses aussi avec le module GSM qui est monté dans le CityBox. Et on vient expliquer justement les différents rayonnements qu'il y a dessus. Donc là, on a fait au niveau des informations, un truc par exemple qui est assez important, c'est qu'un gradable, c'est bien de faire de la lumière. Tout le monde parle de l'éclairage variable. C'est magnifique, on peut mettre à 10% un éclairage. Ouais, mettre à 10% un éclairage LED, par exemple, techniquement, il faut calculer s'il y a vraiment un intérêt, parce que en fait, on déforme énormément le réseau. On a des harmoniques qui se présentent très très fort. Et on le voit sur le facteur de puissance aussi, d'ailleurs, quand on va faire un éclairage à
à 10, 15, 20% avec de la LED, on se rend compte qu'on a un facteur de puissance qui va tourner autour de 0,50, 0,56, alors que quand il tourne à quasiment 80, 80, 90%, on se rend compte que là, le facteur de puissance est largement mieux. On a des rangs harmoniques qui sont différents. Donc voilà, ça fait partie des activités qu'on fournit, donc avec des corrigés types, activités type aussi, bien entendu, à remettre à façon par rapport à ses envies et à sa façon de travailler. Donc ici, voilà, vous avez, regardez par exemple, au niveau des COSFI, voilà, un COSFI, quand on a un niveau d'éclairement à 10% sur un éclairage LED, le COSFI il est à 0,131. Donc après, quand on parle d'efficacité énergétique, c'est peut-être là où justement il va falloir avoir une intelligence, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une variation de lumière qui est importante, c'est justement la capacité de récupérer toutes ces informations. Donc toutes ces informations, on peut les récupérer grâce à la CityBox, justement pour faire un paramétrage d'éclairage qui va nous permettre d'être au meilleur de l'économie d'énergie. Donc là-dessus, voilà, on vous a fait les différentes prises de mesure avec un corrigé type pour que justement vous ayez des bases témoins pour pouvoir fonctionner. Donc voilà, en gros, il y a 19 activités entre les 16 réels et 19 en fait avec les détails rue et parking. Donc voilà en fait pour faire un ensemble entre la pédagogie et la technique. Voilà, je suis à peu près dans les temps pour une fois. Oui, Sébastien, juste un dernier point. Est-ce que tu peux montrer peut-être une ou deux photos du déploiement que tu as fait sur ton atelier? Bien sûr. Et expliquer comment ça s'est passé avec les élèves. Allure, photo. Hop. Donc voilà, typiquement, alors moi j'ai créé avec le Smart Street dans un premier temps, enfin avec une grosse base du Smart Grid, un ensemble jardin public. Alors on est allé pousser le bouchon un peu loin, on a mis du gazon synthétique au sol et tout. Mais voilà, ça rend le côté ludique pour les jeunes. Donc ici, en premier rang, vous voyez ici, c'est le RB10, c'est le RMBT, donc qui est la tête pensante d'un réseau Smart Grid. Dessus, vous avez le déploiement des puissances, donc avec là aussi le respect de la norme et des vrais conducteurs, c'est-à-dire qu'on ne relie pas des systèmes ou des villas avec du 3G25. Là, on est parti avec du 35 carrés pour arriver à des 6B. On en voit un qui est ici de 6B, il y en a un autre derrière, on verra sur les autres photos. Donc, j'ai l'éclairage public qui est situé, l'armoire du S17, elle est située ici. Donc, et on a les éclairages qui sont répartis là en mode jardin, donc, qui correspond au mode parking, avec un déploiement donc, en étoile en partant du S17. Et dessus, on a la sonorisation, la caméra et le point d'accès Wi-Fi qui vient donc développer pour la partie jardin, justement, le Wi-Fi, le hotspot public, le son, s'il y a une animation qui se passe dedans, ou une sécurité à faire, c'est-à-dire à parler aux gens, parce que, par exemple, comme moi, ici, à l'heure actuelle, dans les Alpes-Maritimes, on est en zone rouge, orage, intempéries. A priori, ce qui se passe en Bretagne, ça joue sur nous, à côté de la Méditerranée. Donc, là, ça nous permettrait d'informer les gens en leur disant merci de rentrer chez vous, il y a trop de dangers à l'extérieur. Donc au niveau de l'implantation, vous voyez qu'ici, donc, on a essayé de déployer les bornes de recharge électrique. Donc l'avantage de la borne de recharge électrique, c'est qu'il y a plusieurs solutions de bornes de recharge. Il y en a qui s'installent directement aussi au mât. On les raccorde au mât et ça nous permet justement d'avoir un contrôle à partir du Street Light Vision. On peut contrôler aussi la borne de recharge. Donc voilà, plusieurs phototypes de fonctionnement. Ici, on a le stockeur réseau. Donc, c'est un stockage réseau qui nous permet justement de réinjecter ce qu'on a pu garder dans la batterie, de le réinjecter dans notre réseau électrique, donc en passant avec le 6B et donc le RB10 qu'on avait vu tout à l'heure. On a mis aussi en place, là ici c'est le système de vidéoprotection complet qu'on voit ici avec une caméra dôme PTZ et une vraie caméra avec beaucoup d'intelligence là aussi, puisque la caméra elle fait de la reconnaissance faciale, du suivi de personnes, elle est capable de définir des zones d'autorisation et de non-autorisation de passage. Ici on a un affichage dynamique donc qui nous permet d'informer les gens dans le jardin public ou dans un commerce ou autre. Nous on l'a mis sur le jardin public pour informer les gens des différentes possibilités, des spectacles, de ce qu'il peut y avoir dans la ville autour. Donc, on a essayé vraiment de se créer une zone complète, Smart Street, Smart Grid, en fait, où justement, dedans, on a mis plein de matériel.
On a le système solaire qu'on va mettre en place qui va lui pouvoir justement réinjecter aussi dans le réseau les informations électriques. Donc, ça nous permet d'avoir, voilà, ici, par exemple, vous avez l'arrière du RB10 avec l'armoire du CY10, donc l'armoire du Smart Street, qui nous permet d'avoir justement la zone intelligente. Donc, voilà, c'est une implantation. Alors, souvent, on me pose la question, ouais, il faut énormément de place pour poser tout ça. Maintenant, je le sais, parce qu'on a mis du gazon au sol. Donc, la place, en fait, réelle, c'est 48 mètres carrés au sol. Voilà. Tout ça, c'est en fait posé sur 48 mètres carrés. Donc, ce n'est pas si excessif que ça pour avoir une vraie zone qui nous permet un nombre d'interventions assez important de personnes. Hein. Donc, là, on se retrouve avec un nombre de jeunes qui peuvent travailler dans cette zone-là de 6 binômes, on va dire, donc 6-7 binômes, 12-14 élèves qui peuvent venir travailler. Et en fait, au final, répartis correctement, il y a quand même pas mal de place. Donc voilà pour la petite zone. Ouais, pour compléter sur le Smart Street, on a fait le choix à l'origine d'avoir des poteaux lestés indépendants qui peuvent être déployés en tirant des gaines et des câbles. C'est ce que vous voyez ici. Il y a une autre approche qui serait d'avoir quelque chose de beaucoup plus compact et où on peut installer les poteaux sur des trottoirs didactiques et auquel cas on va tirer les gaines dans les trottoirs et les poteaux étant alors à proximité ou pas trop éloignés de l'armoire. Après, c'est vraiment deux philosophies, deux versions, ça dépend un peu des ateliers. Ouais, moi, j'ai pas choisi les trottoirs parce que j'ai choisi le poteau lesté. Parce que c'est vrai que mon atelier, là, par rapport aux photos qui datent d'il y a peut-être 3 semaines, ça a déjà changé. On a déjà redéplacé pas mal de choses. C'est-à-dire que la partie caméra, elle est partie au fond. Enfin bon, on a redéplacé des choses. Et c'est vrai que je préfère, au niveau de l'utilisation, recablage et démontage, moi, je préférais ne pas avoir de trottoir. Mais autrement, il y a les trottoirs didactiques qui permettent d'avoir toutes les canalisations complètement enterrées de partout. Voilà, écoutez, je crois qu'on a été assez exhaustif. S'il y a des questions, réponses, des questions, on sera heureux d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à les poser par écrit là sur la petite console de texte qui est en bas à droite de votre écran. On va mettre les enregistrements sur YouTube, là, probablement en début de semaine prochaine. Donc, pour accéder à l'enregistrement, le partager avec vos collègues. Et puis voilà. Bon, a priori, pas de questions particulières, donc c'est que ça a été très clair. Sébastien, merci beaucoup pour les explications. Pas de quoi, juste à rappeler que c'est pareil, tous les webinars qu'on avait fait où on parle justement de Smart City, Smart Grid, ils sont tous disponibles sur la chaîne YouTube de RM. Ça peut permettre de faire des lancements de cours ou du travail à distance avec les jeunes. Moi, je sais que je m'en sers beaucoup avec les miens. Ils vont voir à distance chez eux les webinars et comme ça, ils posent les questions ils posent les questions d'avance, quoi. Comme ça nous permet justement de travailler un peu à distance parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir en avenir, si on doit retravailler bientôt en distance ou pas. Après, là, je vois qu'il y a des questions. Il y a des questions. Là, c'est plus pour toi, Cyril. Le prix du système, alors bon, ça dépend un peu des options. Est-ce qu'on va mettre les options caméra, Wi-Fi, sonorisation, etc. Ça va impacter le prix. On va être, je dirais, un prix de base aux alentours des 15 000 € au TTC sur le système de base. Et puis après, en fonction des options, on peut aller jusqu'à une vingtaine de milliers d'euros. Voilà. Comme vous l'avez noté, il y a une clé 4G qui est montée dans le Smart Street, qui est utilisée pour le transfert des données de gestion sur Street Light Vision. Donc ça, c'est la solution professionnelle qui est implémentée. Aujourd'hui, il y a un abonnement de 5 ans qui est vendu avec le système, qui est pris en charge par ERM. Donc, il n'y a pas de tracas administratif au niveau du lycée. Dans 5 ans, si vous souhaitez continuer à utiliser le système, ce que j'espère, il faudra faire des renouvellements d'abonnement pour à nouveau 3 ans ou 5 ans. Et voilà, l'abonnement, vu qu'on est sur peu de données, puisque ce sont seulement les données de gestion, ça va coûter entre 30 et 50 € par an. Voilà. Donc, il n'y a pas de charge particulière ou de contraintes liées à cet abonnement 4G. Et c'est un point important, le Smart Street sépare les données 4G, donc données de gestion,
des données métiers, donc fibre optique, Wi-Fi, caméra de vidéosurveillance, etc., qui circulent en cuivre ou en fibre. Voilà, on peut aussi le relier sur une architecture de fibre optique que vous pouvez avoir déjà déployée dans les ateliers. Alors, on a une question, enfin, dans la conversation, il y a un collègue qui nous dit qu'on a beaucoup parlé de Melec. Ouais, c'est vrai, je reconnais, j'ai beaucoup parlé de Melec. Les activités de type Bac Pro SN, oui, on peut regarder. Juste que je revienne sur mes pieds. Tac, hop, par exemple, l'activité type SN, ça va être entre autres ce qui est paramétrage. Alors attendez, je la retrouve. Je ne les ai pas toutes en tête dans l'ordre. On a le paramétrage de sécurité piéton, par exemple, qui est l'activité type de la SN. Ça va être du paramétrage et par exemple l'analyse aussi, puisqu'on sur l'efficacité énergétique, on fait de l'analyse de trames aussi qui sont sur les bus de communication, donc sur le CPL large bande. Mais on va prendre par exemple celui-ci, la sécurité des piétons. Donc au niveau de la sécurité des piétons, alors le même principe, l'évolution TP, elle est faite avec les compétences bien entendu des SN, donc avec le CPRO STI SN pour ceux qui voudraient, donc toujours pareil avec un petit diagramme pour expliquer le pourquoi du comment. Et donc après on part sur un principe type d'activité avec la sécurité des piétons et l'éclairage juste. Donc on vient en fait contrôler ce détecteur, outre le fait que ça soit un on-off, parce que ce n'est pas obligatoirement un on-off, le détecteur, justement, comme je le disais, sur un vrai système. Donc, on parle toujours de prévention, puisque que ce soit des SN, des MELEC ou autres, il y a de la prévention obligatoire. Donc, c'est vrai qu'à un niveau comme celui-ci, qui va être un niveau plus de première ou de terminale, le PRP ne doit pas être enlevé. Donc, on fait une petite mise en service rapide, là aussi, toujours. Et derrière, après, on vient justement faire les implantations et les raccordements des détecteurs de présence, donc par rapport à la largeur de rue, la hauteur de mât. Donc ça, c'est normatif aussi, bien entendu. Et derrière, après, on vient justement se contrôler au CityBox, l'accès au CityBox dans le mât 1, voir justement les différentes connexions en DALI, les options possibles et tout ce qu'on a à faire, donc les bornes de connexion, où est-ce qu'on doit se connecter, les déclenchements, donc les paramétrages de la zone de détection, donc sur le détecteur par lui-même, parce qu'on a des paramétrages internes, et après donc on vient donc faire ces différents paramétrages, et donc voir les temps que l'on veut avoir pour la sécurité des piétons et le suivi. Après, on a les paramétrages qui sont des paramétrages qui vont dans le... Hop, je m'enlève... Les paramétrages, par exemple, de suivi piéton. Alors, hop, que je me rappelle. Je crois que c'est lui. C'est le paramétrage, voilà. Hop, le paramétrage. Donc, on a des exercices de paramétrage qui sont plus typiquement SN, parce que c'est vrai que on n'a pas en MELEC, on s'arrête quoi. À un moment donné, c'est là où justement il y a la scission entre le SN et le MELEC. C'est que nous, on est plus des raccordeurs, on fait du paramétrage basique, et après tout ce qui est paramétrage un peu plus complexe, avec les accès aux zones et ainsi de suite, avec les différents mâts, les détecteurs qu'on peut avoir, les suivis des piétons, avec les zones, les programmes de zéro jaune. Ça, c'est plus des activités qui sont SN. Donc voilà, c'est des activités qui sont typiquement SN, qui vont bien sur le SN risque d'ailleurs. Moi, ce que j'ai sur l'établissement, c'est le SN risque, et ça travaille avec, facilement, quoi. Donc là, on a toutes les zones de paramétrage avec le matériel, avec les différents calendriers qu'on peut avoir et les paramétrages, bien entendu, des détecteurs avec les éléments de programme du détecteur, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quelles sont les puissances d'éclairage qu'on va demander dessus, d'accord, pour justement avoir l'ensemble du paramétrage du CityBox par rapport à ces détecteurs qu'on va injecter dessus. Après, là, ce que je disais, c'est une liste non exhaustive d'activités, puisque là, on a le suivi des piétons après qui arrive derrière. Ici, on a le contrôleur device, donc le système THD. Donc, c'est le système justement avec CPL large bande. Et donc, on vient faire un scénario de candélabre, donc avec un commissionnement de l'appareillage. Donc là, c'est typiquement le commissionnement, c'est typiquement quelque chose qui est spécifiquement SN plus que MELEC, où justement, on vient faire les commissions. Donc,
définir un nouvel appareil sur le système, donc reparamétrer justement l'ensemble de la connexion entre le CityBox qui est dans le mât et le CityBox Controller qui est dans le S17. Donc voilà, c'est des activités qu'on a aussi définies, où on a fait des corrigés complets pour avoir une explication complète avec les présentations clients, bien entendu, pour ne pas oublier la partie communication de chaque référentiel de jeunes. Donc, voilà. On a une petite question complémentaire sur le BTS électrotech, en termes d'activité envisagée. Voilà, donc le BTS électrotech, justement, on était sur l'attente de cette sortie du référentiel, du nouveau référentiel pour justement lancer le principe du BTS. Déjà, à un moment donné, on était parti sur l'ancien BTS, justement, sur l'épreuve 61, qui était à l'époque l'épreuve de BTS, l'épreuve de BTS standard. Donc avec le principe de l'épreuve d'organisation de chantier qu'il y avait à l'époque, je refais juste un petit retour en arrière, parce que ça n'aura plus lieu à partir des premières années de cette année, mais pour l'instant, ça peut encore avoir lieu pour cette année, pour les BTS ancienne génération, on va dire, l'épreuve 61, où on avait une épreuve chantier avec un pilote, donc chef de chantier, 4 ouvriers. Donc voilà, on avait fait une petite démonstration justement sur l'étude du dimensionnement de l'armoire avec ses liaisons de puissance, ses mises à la terre qui sont spécifiques, comme je vous le disais, le taux d'éclairement nécessaire aux différents moments de la journée, le câblage de l'armoire, l'analyse de la communication CPL large bande, l'installation et le raccordement donc des liaisons au candélabre, paramétrage du cloud, donc de la supervision, et les essais de mesure et de fonctionnement et de communication. Donc voilà, avec l'accès de la même façon sur les différentes tâches qui étaient sur le référentiel avec les compétences du référentiel ELEC de l'époque. Donc pareil, où on partait sur l'organisation du chantier, je pense un peu vite, mais la planification de suivi. Donc on pouvait mettre en évidence des différentes méthodes comme la planification par diagramme Gantt qui est toujours bien utilisée en BTS. On pouvait le mettre aussi en format de perte, donc avec un diagramme de Gantt par exemple sur l'étude dimensionnement, le montage de l'armoire, les équipements de mât. Donc ce qui permettait de faire une vraie épreuve de chantier avec les jeunes, donc que ce soit la partie CCF numéro 1. Donc au niveau de la planification, du pilotage, bien entendu aussi, il y a tout un pilotage quand on fait une installation avec la VRD que ça peut apporter. Donc il y a les différents types de gaines en TPC. Je veux dire, quand on fait par exemple de l'éclairage de rue, les gaines, ce n'est pas des ICTA qu'on pose comme j'ai pu voir sur certains systèmes proposés. Une gaine ICTA, c'est pour mettre dans une maison. Nous, on a choisi d'avoir le vrai matériel, c'est-à-dire qu'on prend des gaines TPC. Donc la gaine TPC, ça va être les gaines qui ont une colorimétrie en plus qui est importante puisqu'elles définissent ce que c'est. Donc on va avoir des gaines de communication, des gaines de puissance. Donc ça, c'est toute la TPC. Donc ça permet aux jeunes justement après de piloter la réalisation du chantier, c'est-à-dire tout ce qui est voirie, tout ce qui est mis en place, quelles sont les tailles de conducteurs qu'il faut mettre dedans, puisqu'un éclairage public, on peut le raccorder en 2,5 carré, ça va être du 2 fois, comme je le disais tout à l'heure, ça ne peut pas être du 3G, ça peut être que du 2 fois, parce que la câblette de terre, elle doit faire 25 mm², donc ça ne peut pas être du 3G 2.5, il faut obligatoirement que ça soit un 2 fois rajouté à une câblette. Par contre, on peut être aussi amené à le faire en 6. C'est le choix que nous, on a fait au niveau de RM, c'est de le faire en 2 fois 6 mm². Pourquoi ? Parce que si notre éclairage public il est capable de raccorder plein de choses, entre autres, il est capable de venir raccorder une borne de recharge de véhicule électrique. Donc une borne de recharge de véhicule électrique, c'est normatif là aussi, c'est la 17200 qui nous l'impose. Si on a une borne, notre câblage ne peut pas être en 2.5, ce qui est logique. Puisqu'en fait, on va tirer avec la borne, même si elle est en 3,7 kg, c'est-à-dire une borne de rue, je dirais en vitesse normale, en puissance normale, ça va être 3,7 kW. 3,7 kW, on est quasiment au maxi de ce que peut supporter le 2 kg, le 2,5 carré. Donc obligatoirement, si on a un éclairage en mode rue, ça veut dire qu'on a plusieurs éclairages qui sont connectés à la suite, donc il nous faut des sections de câbles. Donc tout ça, ça fait partie des pilotages qu'on fait avec le BTS justement pour avoir cette vérité et cette véracité au niveau du déploiement technologique. Donc là, on faisait le CCF de pilotage de chantier, donc avec bien entendu les schémas, les implantations sur différentes zones, les architectures. Donc tout ça était prévu, la réception et le contrôle. Donc là aussi, pour les BTS, par exemple, typiquement, le contrôle avec un ensemble de type caméra thermique, analyseur d'énergie, contrôleur d'installation, luxmètre, et puis justement l'analyse des champs est super importante. Donc on avait déployé ça. Là, au niveau du nouveau BTS, on a travaillé dessus justement pour apporter des choses. Donc, par exemple, typiquement,
Voilà, sur la partie BTS, pour nous, cette partie BTS, donc elle est constituée en pôles. Le pôle conception et études préliminaires, une activité typique, c'est le rajout de détection de présence sur le P prééquipé. En conception et études, c'est remplacement d'un éclairage classique par un ensemble CityBox. Là, donc c'est une étude qui, sur le pôle, c'est une étude qui est assez longue. Donc là, on peut même s'en servir du Smart Street comme une vraie épreuve de BTS, puisqu'on va avoir le remplacement d'un éclairage classique, c'est-à-dire qu'on va partir sur un potentiel d'éclairage qui est défini en iodure, en sodium ou n'importe. Et derrière, on va venir lui implanter complètement le système CityBox, c'est-à-dire modification d'une armoire, intégration du CityBox controller, intégration dans l'EMA des CityBox et paramétrage de tout l'ensemble. Compte conduite de projet, donc ça va être la mise en place des options type Wi-Fi, vidéoprotection, borne de recharge, donc avec réalisation de Gantt, puisque ça c'est resté dedans. Réalisation et mise en place d'un projet, on a les déploiements des 3 candélabres avec des options, donc la livraison de l'installation. Donc, de même, pareil, que sur le bac Promelec, le BTS amène la notion de livraison de l'installation. C'est plus une mise en service, on vient livrer au client, donc ce qui va emmener les différentes mises et implantations et contrôles nécessaires. Et au niveau diagnostic, que j'en ai parlé tout à l'heure, diagnostic et maintenance, justement, les relevés et les analyses de défauts qui sont présents grâce à Strict Light Vision va nous permettre justement de faire des vraies épreuves. Donc, au niveau du diagnostic d'éclairement de rue pour l'épreuve, comme je vous ai montré, on a l'ADEME qui a fourni un site HTML qu'on a expliqué justement et détaillé dans nos dossiers techniques pour que vous puissiez les utiliser facilement. Ça va permettre justement d'avoir l'ensemble du diagnostic d'un éclairage avant, après, et donc après de pouvoir faire les vrais relevés grâce à la CityBox Controller et Strict Light Vision pour faire les vrais relevés quand vous avez installé le nouveau matériel. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été complet sur le BTS, mais j'ai essayé de faire un truc résumé. Voilà. Effectivement, là, on va développer une pédagogie complète sur le BTS dans les mois qui viennent pour être prêt pour le mois de septembre, mais vous avez déjà les grandes lignes qui sont présentées. On a une dernière question sur l'évolution vers le Smart Grid. Donc, je vais partager mon écran pour montrer un petit schéma. Hop. Voilà, donc ici, vous devez avoir une vue de la documentation du Smart Street qui est accessible sur notre site internet rm-automatisme.com et qui présente For Smart Grid, qui est la plateforme Smart Grid destinée à l'enseignant au lycée professionnel. Donc, vous retrouvez… Moi, je ne le vois pas. Je ne sais pas si les autres le voient. Tu ne le vois pas encore ? Je ne vois pas. Ça y est. Pardon. Ça doit arriver là. Voilà. Merci. Voilà, donc la partie centrale qui est constituée d'un RMBT et d'un contrôleur général. Au niveau de ce contrôleur, on a un PC embarqué sur lequel on fait tourner un cœur logiciel sur Node-RED, qui est l'outil IoT d'IBM, qui nous permet de récupérer les consommations de chacun des silos verticaux et de faire de l'algorithmie sur de l'effacement, du délestage, du stockage réseau ou du déstockage réseau, etc. etc. Donc ça, notamment, ça va être très intéressant pour les BTS, pour rentrer sur les problématiques de gestion de mini Smart Grid. Et ensuite, vous retrouvez 6 silos, donc un TGBT-TGE qui vient représenter un petit peu une usine, une Smart Home qui vient symboliser le côté habitat, des bornes de recharge publique, du stockage réseau sur batterie lithium-ion qui permet de mettre en place des algorithmes de stockage d'énergie en cas de surproduction locale ou au contraire de déstockage si le réseau est un petit peu juste. La partie énergie renouvelable donc, est en autoconsommation, photovoltaïque en autoconsommation, et comme vous l'avez vu, le Smart Street qui vient se raccorder lui aussi au RMBT. Voilà. Tout ça, c'est raccordé sur le RMBT, au niveau puissance avec des grosses sections, tel que c'est constaté sur le terrain, et au niveau information, c'est un réseau fibre qui part du coffret du regard enterré et qui vient alimenter chacun des silos verticaux. Voilà. Et donc là, on peut y aller étape par étape. On a des lycées qui ont pris le RMBT, le Smart Street et puis le stockage réseau, par exemple, et qui l'année prochaine ou l'année d'après vont compléter pour avoir un plateau assez complet. Et encore une fois, on est quasiment que sur des solutions industrielles réellement déployées sur le terrain. Alors bien sûr, avec quelques raccourcis, la batterie lithium, c'est une batterie de 3300 Wh. Donc, voilà, c'est pas ce qu'on retrouverait sur un vrai Smart Grid, mais le principe de fonctionnement est le même.
Voilà, parce que Voilà. le prix de la batterie, c'est vrai que sur un vrai smart grid, on est sur des batteries de rue de 33 kg. C'est sûr que une batterie de 33 kg, le prix est un peu impressionnant. Donc, ce qui a été choisi, c'est de diminuer la taille de la batterie. Par contre, toute la technologie derrière, par exemple sur le Smart Stock, est réelle. C'est-à-dire qu'on est assujetti à la VDE 126. La VDE 126, c'est une loi qui impose des remontées sur le réseau, mais qui doivent être contrôlées. Donc, il y a le vrai contrôleur dessus. Il y a le vrai contrôleur ZIL dessus, excusez-moi. Il y a le vrai contrôleur ZIL dessus qui va nous permettre justement de faire les relevés, de la V226 pour éviter qu'on ait des injections sur le réseau qui soient illégales. Au niveau du solaire autoconsommation, l'autoconsommation, depuis 2017, l'État a validé enfin l'autoconsommation. Dire tout ce qu'on faisait avant au niveau du PV, c'est-à-dire du raccordé réseau avec un onduleur centralisé et qu'on renvoie sur de l'autoconso, il n'y a plus d'intérêt. Maintenant, on est sur des micro-onduleurs sous chaque module et chaque module génère sa propre ligne de 130 volts. L'ensemble est tout relié fibre optique et la tête du smart grid est fait avec un logiciel qui est un logiciel de chez IBM qui s'appelle Node-RED. Ce logiciel Node-RED a l'énorme avantage justement donc au niveau de la tête de nous permettre de récupérer l'intégralité des informations de toutes les infrastructures, que ce soit du TGBT TGE jusqu'à l'éclairage public. On récupère toutes les informations et ça vous permettrait à vous aussi, si vous avez du matériel déjà existant dans vos ateliers, de pouvoir récupérer, dès que vous avez la table Modbus par exemple d'un matériel, rapidement sur le même écran la supervision. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est figé. On nous pose la question, est-ce que c'est extensible au fur et à mesure? Oui, tout est extensible au fur et à mesure. Ça a été le principe de base de la création de For Smart Grid. C'est de dire, voilà, on peut acheter des petits silos. Au fur et à mesure, on peut les monter. Si on a des choses qui nous appartiennent déjà et qu'on ne veut pas acheter à la poubelle, en tant qu'enseignant, je ne peux que comprendre. On n'a pas envie de jeter tout ce qu'on a déjà investi. Ça nous permet justement de remonter facilement les ensembles. Où la connexion, par exemple, au RMBT, il y a une option où le CB est vendu pour faire la connexion d'un autre matériel qui n'est pas notre structure au départ, avec la connexion fibre optique, justement, pour venir tout relier dans le trottoir fibre et revenir jusqu'à la mise en communication de la tête intelligente du smart grid. Voilà, donc ça, pour être un fil rouge des quelques années qui viennent pour un certain nombre d'entre vous, d'aller vers le déploiement d'un micro smart grid ou d'un quartier intelligent via ces solutions. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, merci à vous pour l'écoute, pour l'intérêt que vous avez montré à la présentation via les questions posées. Et puis, on est à votre disposition si vous voulez en savoir plus. Et voilà, la vidéo sera en visionnage sur YouTube à partir de mardi ou mercredi prochain.